Vous avez toujours voulu savoir ce que les gens me racontent en consultation. Alors j'ai décidé de vous permettre d'écouter à la porte de mon cabinet. Je suis Thérèse, diplômée de philosophie, thérapeute de couple et sexologue. Et depuis 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes à s'aimer mieux, s'aimer plus. Toutes les histoires que vous allez entendre sont vraies. Certains ont changé leur prénom, mais d'autres pas. Vous allez entendre parler d'infidélité. Beaucoup. La leur ou celle de leur conjoint. De violences sexuelles, physiques, psychologiques, vécues souvent enfants, mais aussi parfois à l'âge adulte. De ces schémas que l'on répète en amour, d'addiction sexuelle ou d'absence de désir, de plaisir, de vie sexuelle. Love Care, c'est une plongée au cœur de l'intime qui peut vous provoquer certaines émotions, alors surtout, respectez-vous. Si je diffuse avec leur accord ces confidences, c'est parce que les histoires des autres peuvent nous aider à mieux comprendre la nôtre. Alors bonne écoute. Bonjour, bienvenue. Comment est-ce que vous vous appelez? Je m'appelle Rose, Et vous avez quel âge, Rose? j'ai 41 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir envie de prendre cette consultation? Je vous écoute. Alors, je suis issue d'une famille judéo-chrétienne très ancrée. Donc déjà, c'est la première chose. C'est ce qui m'a poussée à consulter parce que je me suis toujours sentie un peu enfermée dans un carcan suite à ça. Aujourd'hui, je m'en aperçois. Auparavant, bien sûr, je pouvais pas trop le dire et pas trop me l'avouer. Je me suis mariée avec l'homme qu'il fallait. Donc l'homme parfait, l'homme catholique, l'homme qui va à l'église, l'homme qui veut des enfants, etc., etc. Alors qu'à la base, c'était peut-être pas mon choix premier, mais voilà, il a été ce qu'il a été, c'est-à-dire un très bon père, un très bon mari, pas forcément un mari, on va dire, extraverti et fun, mais en tout cas un mari présent. Voilà, je suis restée pendant 20 ans avec lui et un jour je me suis réveillée et je me suis dit, en fait, ça ne me convient plus. Et bah, j'ai rencontré quelqu'un d'autre à ce moment-là, à peu près. Alors, je n'ai jamais trompé mon mari, alors que pour autant, nos soucis étaient quand même très importants. On n'avait plus de relations sexuelles depuis très très longtemps. On a eu des relations sexuelles uniquement pour avoir nos 3 enfants. Concrètement, ça veut dire qu'il y a eu 3 relations sexuelles, ou presque? Alors, bon, alors pas tout à fait, mais c'était à peu près ça. C'est-à-dire qu'on pouvait rester des longues périodes, soit 6, 8, 10, 12 mois parfois sans faire l'amour. Les 3 enfants, ils ont quel âge? Alors, ils ont 7, 10 et 13. En fait, vous le rencontrez assez jeune, parce que vous avez 41 ans, vous me dites que vous êtes resté 20 ans avec lui. Oui. Vous l'avez rencontré à quel âge? Alors, je l'ai rencontré, j'avais 18 ans, j'étais avec quelqu'un d'autre qui ne convenait pas à ma famille. Donc, Ah, voilà. ça m'intéresse ça. Ça veut dire quoi? Il avait quoi ce quelqu'un d'autre qui ne convenait pas à la famille? Eh bien, c'était une personne qui n'avait pas forcément les ambitions qu'il fallait au niveau de tout ce qui était le métier, hein, faut le dire. C'est-à-dire que dans la famille, il faut qu'il y ait un métier qui soit stable, où on gagne de l'argent surtout. C'est ça qui est le plus important. La personne avec qui j'étais n'était pas forcément la personne adaptée. Et comment est-ce qu'on vous a fait comprendre que c'était pas la personne adaptée pour vous? À ce moment-là, quand vous avez 18 ans? On me l'a dit, Ah très d'accord, clairement. aussi, d'accord. On me l'a fait comprendre, on me l'a dit, il n'était pas forcément le bienvenu. Enfin, voilà. Et puis, quand j'ai rencontré mon mari actuel, ben, au contraire, on m'a fait comprendre que c'était une très bonne idée de me mettre avec cette personne. Donc à 18 ans, vous sentez aussi que votre choix amoureux, il est très influencé par ce que vos parents espèrent pour vous. Oui, mes parents et même, je dirais, ma famille, hein, en règle générale. C'est-à-dire qu'il y a tout un armada de personnes autour de mes parents qui construisent cette idée-là. Il y a toute la famille élargie et puis l'environnement dans lequel vous grandissez, quoi. Tout à fait. Les écoles aussi que je fréquente, qui sont des écoles catholiques, la messe à laquelle je vais régulièrement, qui m'entraîne voilà, dans des idéaux aussi qu'aujourd'hui j'ai du mal avec lesquels j'ai du mal à adhérer parce qu'en fait on prône l'ouverture d'esprit, etc. Alors qu'au final aujourd'hui, maintenant que j'ai quitté mon mari, je m'aperçois que l'ouverture d'esprit, elle est pas là. Pas du tout. On va y revenir, Rose, parce que ça, c'est un vrai de vrai sujet auquel je suis aussi personnellement très sensible. D'abord, donc, j'entends que à 18 ans, vous avez une première histoire d'amour. Finalement, elle ne convient pas avec votre milieu social, avec cet environnement religieux dans lequel vous grandissez. Vous rencontrez celui qui va devenir votre mari, qui lui, pour le coup, correspond très bien. Vous dites c'est le mari parfait. On comprend qu'il est parfait pour votre famille et par rapport aux attentes, quoi. Et puis, vous dites pendant 20 ans, très peu de relations sexuelles. Donc, pas beaucoup de connexion à ce niveau-là. Et en même temps, ça dure 20 ans. C'est beaucoup, 20 ans, mine de rien. Qu'est-ce qui vous fait tenir l'un avec l'autre? C'est mon meilleur ami.
Il est, comment dire, c'est une personne sur qui je peux compter. Il est sécure. Mais voilà, il a des soucis au niveau de sa sexualité. Il a des choses à régler qu'il ne règle pas et qui font qu'on ne peut pas avoir une vie sexuelle épanouie. Que c'est pas possible. Est-ce que Rose, vous accepteriez qu'on en parle? C'était quoi ces soucis par rapport à la sexualité qu'il ne règle pas et qui finalement vont faire que les choses vont s'empirer? Alors moi, je suis pas psychologue, donc je ne peux pas dire parce qu'il n'a jamais voulu se faire soigner, mais il a subi des choses étant enfant, etc., qui ont fait que qu'il pouvait pas être épanoui dans sa sexualité. Moi, je le lui ai dit dès le départ parce qu'il m'en a parlé, des problèmes avec sa mère, avec voilà des choses qu'il a subies dans l'enfance, et je pense qu'il n'était pas apte à le travailler et que du coup, ça nous a Et bouffé ce que vous, en tant qu'épouse, vous observiez une incapacité à prendre les devants, à être entreprenant, à me donner envie, tout simplement, à être. On avait très peu de connexion et quand on faisait l'amour, c'était assez basique, banal et peu attrayant. Donc, ben voilà. Après, lui était toujours partant, hein. Il aurait, je pense, aimé plus, mais moi, j'ai un moment où quand c'est toujours la même chose et très monotone, ben, on n'a plus envie. et très orienté vers la reproduction aussi, j'entends. Oui, alors ça, c'était moi qui étais surtout très orientée. Mais par exemple, avant le mariage, on a eu une période d'abstinence. Alors, bon, le mariage c'était une messe très longue avec le prêtre qu'on a rencontré de manière très régulière, etc. On a eu une période d'abstinence de plus de 9 ou 10 mois qu'il a plutôt subi. Mais en fait, moi, c'est que j'avais pas envie de lui, tout simplement. Et puis même pendant notre voyage de noces, on n'a pas eu de relation sexuelle enfin, une fois parce que, entre guillemets, c'était obligatoire. Mais donc dès le départ, en fait, ça a été à la genèse de notre couple, en fait, il n'y a pas eu de d'attraction particulière. Donc à ce moment-là, la jeune fille que vous étiez, elle observe qu'il n'y a pas vraiment d'attraction sexuelle. Et qu'est-ce que vous vous dites pour quand même continuer votre route avec lui? Ben que c'est pas quelque chose qui est forcément obligatoire dans la relation, mais au final, je pense que ça m'a beaucoup manqué. C'est important à ce qu'on se dit là. Parce que c'est effectivement une croyance avec laquelle vous êtes arrivé dans la relation. Et puis sur du temps long, ça vous a quand même manqué. Enfin, vis-à-vis de ma famille, de toute façon, c'est quelque chose qui est très tabou. On m'a jamais parlé de sexualité, ça n'a jamais été un sujet que j'ai pu aborder auparavant, donc je me suis toujours dit qu'en fait, la sexualité n'était pas au cœur du couple, que c'était pas si important que ça. En fait, c'est assez logique ce que vous partagez. Si vous rentrez dans la relation avec lui dans l'espoir de fonder une famille, il vous faut quelqu'un de stable. Lui incarne cet homme très stable. Et la dimension sexuelle n'est pas si importante du moment qu'au moins on arrive à s'unir pour faire des enfants. Vous construisez votre famille. Donc, jusque-là, ça fonctionne. Mais il y a un moment où c'est plus possible. Et là, j'entends qu'au bout de 20 ans, vous rencontrez aussi quelqu'un. C'est ça que vous me racontez? Alors, je ne trompe pas mon mari, hein. Je commence une psychothérapie dans le but de me dire, il faut que je me défasse de toutes ces chaînes de la religion, de ma famille, tout ce carcan en fait qu'on a mis autour de moi. Attendez, pourquoi vous avez besoin à ce moment-là de vous défaire de tout ce carcan? Il s'est passé quoi pour avoir envie d'entamer ce travail? J'ai on va dire une grosse engueulade avec ma maman. Voilà. Et ce qui n'arrive jamais, en fait, c'est très rare, mais bon, je prends sur moi, et en fait, ça me pèse. Et à un moment, je me dis, mais en fait, je ne peux plus ne pas dire aux gens ce que je pense. Et en fait, j'ai l'impression, à ce moment-là, de me dire, mais en fait, je m'oublie complètement. Donc, je décide d'aller voir une psychologue pour réussir à dire les choses. Et à ce moment-là, je m'éloigne. Je m'éloigne de ma famille, je m'éloigne de beaucoup de gens, et je m'éloigne, voilà. Mais je me souviens avoir dit à ma psychologue à cette époque-là, en fait, la seule personne en qui j'ai vraiment confiance et avec qui je sais que je suis heureuse, c'est mon mari. Et en fait, au fur et à mesure des séances, je m'aperçois que ben, tout mon monde, entre guillemets, s'effondre, que je ne suis pas à l'aise avec tout ce qu'on m'a inculqué, que c'est pas moi, et je me révèle petit à petit. Et à ce moment-là, je m'aperçois que finalement, ben, la relation avec mon mari est pas si folle que ça, et que j'ai besoin de distance. Donc je commence par mettre de la distance avec mon mari, je commence par m'éloigner de lui, et à ce moment-là, c'est un peu comme si 10 000 portes s'ouvraient. C'est-à-dire que ben, on commence à me parler, d'autres hommes commencent à me parler. Alors au début, je laisse vraiment de la distance parce que je suis mariée et que c'est pas possible, c'est impossible pour moi. Et puis petit à petit, je commence à discuter. Et puis ben, j'ai une écoute attentive d'un homme qui est l'opposé total de mon mari, mais l'opposé vraiment, sur tous les points.
Et il s'avère que bah, on commence à avoir une connexion et voilà, je décide de quitter mon mari et après avoir quitté mon mari, à ce moment-là, j'entame une relation avec lui. Une relation qui est complètement saugrenue, même moi, hein, je me le dis, je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Le matin, je me réveille, je regarde ma vie et je me dis mais réveille-toi, ce n'est pas ta vie, qu'est-ce que tu es en train de faire? Aime ton mari, aime-le, pourquoi tu ne l'aimes pas? Mais aime-le, mais bon sang, aime-le. Et non, ça marche pas. Attendez, je suis très curieuse de savoir comment ça a été pour vous de quitter votre mari après 20 ans de relation et d'avoir évolué dans un environnement très religieux, avec aussi des attentes, j'ai envie de dire bourgeoises, parce que le côté c'est important d'avoir un mari qui est stable financièrement, etc. Donc on a un cocktail entre le côté bourgeois et religieux, catholique. Bon, ça s'est passé comment cette séparation, Rose? Oui, c'est exactement ça, bourgeois catholique, c'est tout à fait vrai. Je me permets hein, d'associer les deux. Hein. Ça a été horrible. Horrible, ça a Horrible. été horrible, vous me dites. Et Oui. dites-moi, qu'est-ce qui était horrible dans cette période-là? Sa Dites-le moi. tristesse, sa tristesse quand je lui annonce, c'est-à-dire qu'il tombe des nues. L'entourage qui ne comprend pas et qui ne veut pas comprendre, c'est-à-dire que en fait il va habiter chez mes parents. Il part habiter chez mes parents et du coup, Votre mari part habiter chez vos tout parents? à fait, Ah, ça c'est exactement. atypique. Voilà. Et ok, Parce que d'accord. je décide de lui demander en fait de partir une semaine sur deux de la maison et il va habiter chez mes parents. Et à un moment, je décide, on fait une thérapie de couple quand même parce que moi, c'était important pour moi de me séparer correctement. Une thérapie de couple qui part en pugilat, enfin c'est voilà, c'est un peu une catastrophe parce que lui ne croit pas du tout en la psychothérapie, hein, puisqu'il ne s'est pas du tout soigné ni rien. Et en fait, ben, lors de cette thérapie de couple, la thérapeute souligne que c'est quand même un petit peu étonnant qu'il habite chez mes parents et elle me conseille d'aller habiter chez mes parents. Je demande donc à mon père si je peux aller chez lui les semaines où je ne suis pas dans la maison. Et là, il me dit non. Il me dit non, je ne suis pas d'accord avec ton divorce. Je ne suis pas d'accord avec le fait que tu divorces de ton mari, donc je ne t'accueillerai pas. Et en revanche, je suis toujours d'accord pour l'accueillir lui. Euh, voilà. Waouh. Donc vous n'êtes pas soutenu par vos parents Non, et au moment où vous avez besoin d'aide, de pouvoir loger chez eux dans cette période-là de transition, ils vous disent non. Et par contre, ils veulent bien accueillir votre mari. tout à fait. C'était comment à vivre ça, Rose? Parce que c'est fort hein, ce que vous partagez. C'était horrible. C'était vraiment le mot qui revient, c'est horrible cette période-là. En fait, je me suis Je sentie comprends. totalement seule, seule parce que bien sûr toute ma famille m'a aussi tourné le dos, beaucoup d'amis aussi. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont catholiques hein, et qui n'ont pas compris et qui ont voilà. Bon, je me suis sentie seule et encore aujourd'hui, hein, c'est toujours le sentiment que j'ai. Hein. J'ai l'impression qu'en fait, quand on quitte, voilà, quand on quitte un mari dans cette situation, en tout cas avec cette religion qui est derrière, en fait, on est quoi qu'il arrive, la méchante. En fait, j'ai l'impression d'être la méchante. Et surtout, Rose, que vous avez commencé par me dire que votre mari était le mari parfait. Donc on ne quitte pas un mari parfait. Mais oui, Parce que, allez, limite, vous avez un mari violent, alcoolique. Bon, je pense que dans ce milieu-là, on peut comprendre qu'une séparation peut s'imposer. D'accord? C'est pas interdit de se séparer physiquement quand il y a de la violence. oui. Mais Alors par contre, là, si vous c'est me un dites mari que c'était un parfait. Alors mari après, parfait, bon, il a eu des alors là, accès c'est un peu incompréhensible dans ce milieu. d'énervement, de choses comme ça que j'ai pu partager pour me justifier. Parce qu'il a fallu que je me justifie de me séparer de lui et je ne pouvais pas juste dire en fait je ne l'aime plus, je ne l'ai peut-être même jamais aimé, enfin c'était inentendable. Parce qu'en effet, la réalité c'est que même encore aujourd'hui, je le dis, je pense que c'est un mari parfait. Je n'ai rien à lui reprocher par rapport à beaucoup de choses. Il était, enfin, il est quelqu'un d'attentif, d'altruiste. Il est avec les enfants, il s'en occupe tout le temps. Il s'occupe de la maison. Il s'occupe des papiers. Il fait beaucoup de choses en fait. Et j'ai rien à lui reprocher par rapport à ça. Vous savez, Rose, quand on vient en consultation chez moi et qu'on me dit mon mari est parfait, je sais que c'est la catastrophe totale. Et évidemment qu'il n'existe pas ce mari parfait. Et puis d'ailleurs, vous avez commencé à me dire que bah, sexuellement, c'était pas si parfait que ça. C'était pas non plus le top au niveau amant. Il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais quand on dit mon mari est parfait, moi je sais que tous les drapeaux sont rouges, que derrière, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. C'est étonnant, hein, mais parce que justement, on sent bien que dans ce côté perfection, en fait, l'amour véritable ne va pas être possible parce qu'on va chercher à correspondre à une image et on n'est pas dans une forme d'authenticité. Enfin, il y a quelque chose qui sonne pas juste, voyez. On va continuer là-dessus, parce que c'est important que vous utilisez ces mots-là, ça dit beaucoup. Là, vous me dites que au moment de la séparation, vous vous sentez seul.
Est-ce qu'on peut dire aussi quelque chose comme vous vous sentez rejeté par votre milieu? Ah oui, 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 très clairement, tout à fait. Ça a dû être difficile à vivre pour vous, ça. Oui, et j'ai d'ailleurs été voir le prêtre pour lui demander Lui ce qu'il en demander quoi? pensait bah, de tout ça. En fait, je lui ai expliqué, le prêtre de ma paroisse, de qui j'étais assez proche, avec qui je discute de manière assez proche. Et en fait, il m'a carrément dit que je n'avais plus le droit de communier pour l'instant. Et quand il vous a dit ça, ce que vous avez ressenti, Rose, quand il vous a dit, tu n'as plus le droit de communier puisque tu as décidé de divorcer de ton mari. Bah, je me suis dit, même la religion me tourne le dos. Après, pour moi, aujourd'hui, la religion, elle est différente. Je crois toujours en Dieu. Mais je suis persuadée que Dieu ne me punit pas pour ce que je fais parce qu'au final, pour moi, la religion, c'est de l'ouverture. Dieu a prôné l'ouverture à de nombreuses reprises dans la Bible et du coup, c'est quelque chose auquel j'essaye de me raccrocher. C'est hyper intéressant ce que vous dites, hein. Au moment où vous sentez que vous êtes rejeté par la communauté, vous vous raccrochez au texte. Et c'est vrai que quand on lit les textes des évangiles, n'importe qui peut ouvrir une Bible et lire. C'est plutôt un message d'amour, il n'y a aucun jugement. C'est toujours cette idée que Dieu ne juge pas. Et c'est vrai que comment dire, le décalage entre ce qu'il est écrit dans ces textes et la façon dont la communauté peut se comporter dans ces situations-là, il peut parfois être colossal, ce décalage. Bon, si vous parlez avec ce prêtre, c'est que vous attendez quelque chose de sa part? Oui, 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 Vous attendez quoi à ce moment-là? j'attendais son aval en réalité. Mais en même temps, je savais que ça n'allait pas être possible. Mais bon, j'avais besoin, en tout cas, voilà, c'était dans mon process, en tout cas, ça faisait partie des choses dont j'avais besoin. En fait, à ce moment-là dans votre vie, vous avez eu besoin de dire, j'ai envie d'être vulgaire, merde à quoi? À tout ce qu'on avait voulu construire pour moi, à tout ce que j'avais pas choisi, et à me retrouver telle que j'étais à la genèse, c'est-à-dire quelqu'un bah, qui croit en beaucoup de choses, qui a la foi en beaucoup de choses, mais qui n'a pas forcément fait ses choix en fonction de ses croyances. Ouais, je comprends très bien ce que vous dites. C'est comme si, quand vous étiez adolescente, parce que 18 ans, on est encore très très jeune, vous avez dévié votre trajectoire de quelques degrés pour correspondre aux attentes de votre famille, de votre entourage. Mais quand on dévie sa trajectoire, même de 1 degré, de 2 degrés, eh bien, les années passant, il y a comme une distance qui s'installe entre l'image que je renvoie aux autres dans l'espoir d'être aimé, et donc le fait que je corresponds au modèle qu'il faudrait suivre, et puis ce que je suis profondément. Et ce décalage, parfois, il est tellement grand que c'est ce moment-là où ça explose. Et souvent, il faut le dire, ça explose autour de 40 ans. C'est ce qu'on appelle la fameuse crise de la quarantaine. Moi, j'ai une passion infinie pour cette crise de la quarantaine, parce que dans la crise, il y a l'idée de je vais être en vérité et je veux aussi grandir. Donc, c'est beau les crises, mais ça veut dire que, à un moment, vous avez senti que c'était plus possible de continuer à vivre en essayant de correspondre aux attentes des autres, quoi. Il fallait que vous soyez plus à l'écoute de vous. Tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui, en fait, c'est pour ça, c'est important le mot crise, ça me parle, parce qu'aujourd'hui, bon, j'ai du recul, ça va faire maintenant 8 mois que j'ai décidé de prendre cette décision. Et aujourd'hui, je suis en ambivalence totale. C'est-à-dire que je me dis que finalement, donc mon mari parfait, entre guillemets, il a beaucoup évolué, il a beaucoup changé. Et est-ce que je pourrais pas construire quelque chose avec justement une autre dimension au niveau sexuel avec lui? Est-ce que ce serait possible? Ou bien est-ce que je donne la chance à cette nouvelle histoire que j'ai construite avec un homme très différent et qui correspond pas aux attentes et aux carcans dont j'ai l'habitude habituellement? Je sais pas. Je comprends très bien cette question et c'est vraiment important de comprendre que il faut pas toujours jeter, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que cette crise, elle était nécessaire. Et quand je dis crise, moi je le dis dans le sens très positif. C'est-à-dire à un moment, ça suffit. Il faut que je puisse m'écouter et faire des choix qui me correspondent. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse exercer ma liberté. Et dans une certaine éducation, on est parfois privé de sa liberté. Et on va faire des choix très importants, comme le choix de se marier, dans un moment où on n'exerce pas pleinement sa liberté. Donc à un moment, ça casse, d'accord, ça s'arrête. Mais c'est pas parce que il y a un problème de liberté à la base et que vous êtes en train d'essayer de justement de reprendre les rênes de votre vie que ça veut dire que votre mari n'est pas la bonne personne pour vous. Et c'est là que ça peut être intéressant de revisiter votre relation et de voir si quelque chose est possible. Alors, la relation telle que vous l'avez vécue jusqu'à présent, non, on ne revient pas en arrière, elle n'est pas souhaitable. Par contre, est-ce que quelque chose de nouveau peut être vécu avec lui?
Alors, c'est pour ça que je me suis permise d'être un peu dure quand j'ai dit l'histoire du mari parfait. Quelque chose va être possible avec lui si justement on sort de cette idée qu'il est parfait, qu'on voit toutes ses imperfections et qu'il est capable de lui aussi voir toutes ses imperfections. On va être, en gros, on va casser la carapace, on va casser l'image. Et là, qu'est-ce qui reste? Vous dites, mon mari a pas mal changé. Comment est-ce qu'il a évolué ces derniers temps? En fait, je pense que moi, je l'ai façonné à l'image qu'il fallait pour qu'il soit comme il devait être pour ma famille. Et il Waouh. m'aimait tellement qu'il a été capable de le faire. Et donc, à la base, c'était un anarchiste, un petit peu, mon mari, vous voyez, c'est ça qui m'a aussi plu. Mais non! Ici. Alors là, on s'y attendait pas, ça. Non, non, À la base, c'était un tout anarchiste à et fait. finalement, vous me dites qu'il était tout bien comme il faut pour votre milieu catholique Oui, 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 bourgeois. Alors tout à fait. racontez-moi, Eh je bien, trouve ça en fait, génial cette quand je histoire. l'ai rencontré, il était issu d'une famille catholique comme ça, enfin, comme il fallait. Mais il était un petit peu en train de s'égarer, on va dire, pour différentes raisons. Il fumait, il était, enfin bon, bref, il y avait plein de choses qui étaient pas, Ah, donc il avait un petit côté rebelle, votre un ami. côté très rebelle même. Et en fait, Hmm, on aime ça. moi, j'étais un petit peu la petite fille bien sage, qui avait jamais redoublé, qui réussissait très bien ses études. Lui a passé 3 fois son bac, etc. Enfin bon, c'était voilà, c'était pas forcément l'idéal. Et moi, en fait, il est tombé amoureux de moi. Et moi, du coup, je lui ai dit, bah très bien, mais par contre, il va falloir que tu te façonnes comme il faut. Alors, je savais qu'il y avait le potentiel, hein, mais il va falloir que tu te façonnes comme il faut pour coller à ma famille. Et il l'a fait. Il l'a fait très bien. Et je pense qu'aujourd'hui, je retrouve un petit peu son côté anarchiste qui m'avait peut-être un petit peu plu au départ. C'est très important ce que vous dites là. Ça veut dire que au départ, quand vous l'avez vu, vous avez vu son espèce d'authenticité. Le côté anarchiste, ça veut dire que c'est quelqu'un qui réfléchit sur le monde, qui se pose des questions, qui a envie de s'affirmer, qui a... Ouais, le côté rebelle, mais on aime ce côté rebelle. Ça donne aussi du caractère à une personne. Et il s'est lissé pour vous. Mm. Et finalement, ça vous a pas et finalement, ça vous a pas plu. Bah, ça a plu à toute ma famille, donc c'était très bien, parce que du coup, Mm. il passait partout. Et Ouais, finalement, moi, je pense que je me suis perdue en le perdant aussi. ouais. Rose, on va reparler de votre relation avec votre mari, mais je voudrais revenir avant sur la relation que vous avez avec vos parents. Dans tout ce que vous me partagez, on entend que c'était important pour vous d'avoir la reconnaissance de vos parents. C'était important pour vous de vous sentir aimé de vos parents, comme si, à la base, la petite fille que vous étiez, elle n'était pas tout à fait sûre qu'en étant pleinement elle-même, elle serait totalement aimée par ses parents. Et donc, c'est comme s'il y avait un doute et vous avez eu besoin de vous rassurer. Qu'est-ce que ça vous évoque quand je dis ça? Oui, je pense que vous avez raison. Je pense que ma mère, elle m'a jamais dit je t'aime. Enfin, dans ma famille, c'est pas des choses qui se font. Alors parfois, je lui ai reproché, elle me dit, mais tu le sais que je t'aime. Voilà. Bon. Tous les parents, là, qui disent ça. Mais tu le sais. Oh non, il faut le dire, il faut l'exprimer. Terrible, cette phrase-là. Il n'y a jamais eu trop d'effluves de grands amours. Enfin, chez nous, c'est assez pudique, tout ça. Mhm. Voilà, donc Mais Rose, est-ce que vous avez pu faire l'expérience quand vous étiez enfant, collégienne ou lycéenne, de faire des choses qui déplaisaient fondamentalement à vos parents et pourtant de sentir qu'ils vous aimaient toujours? Autrement dit, est-ce que vous avez fait l'expérience d'être aimé de façon inconditionnelle de la part de vos parents? je pense que j'ai toujours collé à ce qu'il voulait, donc je pense pas que j'ai été dans ces choses-là. Après, j'ai eu des moments de rébellion, ça oui, où j'ai plus parlé à mon père pendant 1 an parce que je pouvais plus le supporter, où j'étais une ado un petit peu, on dira rebelle entre guillemets pour eux, mais j'ai jamais fait de bêtises. Enfin, j'ai jamais fait de bêtises. J'ai jamais été, pour tout vous dire, je n'ai jamais été saoule de toute ma vie. Je n'ai jamais fumé une seule cigarette. Je pense que j'étais la fille à peu près parfaite entre guillemets pour eux. J'ai jamais redoublé. J'ai toujours j'ai suivi le chemin qui traçait pour moi. Aujourd'hui, je fais un métier qui me plaît, mais aussi qui était tracé pour moi, en fait. C'est heureusement qu'il me plaît, parce que ça aurait été embêtant. Mais voilà, il y a plein de choses sur lesquelles, en effet, ils ont été très influents sur ma vie. Et je pense que mon objectif dans ma vie était quand même de leur faire à tout prix plaisir, de ne jamais les décevoir. Et vous avez eu cet objectif parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été rassuré quand vous étiez enfant, collégienne ou lycéenne, donc cette fameuse expérience de l'amour inconditionnel de nos parents. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que cette expérience, elle est absolument fondamentale pour après pouvoir exercer sa liberté. Je m'explique, hein. C'est que
on a besoin dans notre développement psycho-affectif, c'est-à-dire le développement pour devenir adulte, de vivre cette étape où on va faire des choses qui vont déplaire à nos parents, on va pas correspondre à l'image qu'ils attendent de nous, et on va faire ça parce qu'on veut voir si est-ce que tu m'aimes quand même, papa, est-ce que tu m'aimes quand même, maman, quand je fais quelque chose qui ne te plaît pas, quand je ne suis pas à ton image. Et si on sent l'amour de nos parents, alors on se rend compte qu'on peut être à l'écoute de nous et vivre une vie qui nous correspond parce qu'on sait qu'on est aimé tel que nous sommes. Mais si on ne fait pas cette expérience, on va grandir avec ce doute. Et certainement que vous avez été la petite fille parfaite, à tout bien faire comme il faut, parce que vous aviez un doute. Est-ce que mes parents vont m'aimer si je ne corresponds pas à leurs attentes? Et alors là intervient aussi le milieu religieux. Je me permets d'inciter là-dessus parce que parfois on peut entendre en fonction de, je sais pas, les discours qui sont donnés à la famille, à l'église. On peut entendre des jugements qui sont faits sur des personnes et on aurait peur d'être aussi nous jugés. C'est-à-dire que on ne grandit pas dans un environnement où on sent cet amour inconditionnel. Et donc on a peur et donc on devient Madame Parfaite. Et après, on va demander aussi à son conjoint d'être Monsieur Parfait. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer là rapidement? Oui, oui, très bien. C'est exactement ça. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Et c'est normal que du coup, ça revient en boomerang à 40 ans. Cette crise de la quarantaine qui est une forme de crise d'adolescence, mais quand je dis ça, c'est pas du tout négatif, hein. C'est vraiment positif. Ça veut dire que on a au moins une session de rattrapage pour voir est-ce que cette fois-ci, quand je vais faire un choix qui va vraiment vous déplaire, est-ce que je vais quand même être aimée? Et moi, ce qui me touche dans ce que vous me partagez, c'est qu'au moment où vous dites, allez, j'arrête mon mariage, je vais commencer une histoire d'amour avec quelqu'un d'autre qui ne correspond pas du tout à ce que vous attendez, à ce moment-là, eh bien, il y a du rejet familial, il y a du rejet amical, il y a de l'isolement, et finalement, vous ne pouvez pas faire l'expérience que vous êtes aimé malgré tout. Donc, j'ai envie de dire que ça donne raison à votre croyance de petite fille. Vous n'avez pas grandi dans un milieu où, comment dire, on aime de façon, j'ai envie de dire, inconditionnelle, dans le sens, dans un milieu dans lequel il n'y a pas de jugement, quoi. Il leur a fallu du temps, mais aujourd'hui, ils sont revenus. Qu'est-ce qui les a fait revenir? Le fait que je leur dise que j'ai besoin d'eux. Magnifique. J'ai appelé ma maman et je lui ai dit, maman, j'ai besoin de toi. En fait, tu peux pas me laisser comme ça. Il faut que tu m'aides. J'ai besoin de toi. Et du coup, je pense que le fait que je me sois ouverte comme ça, c'est quelque chose qui n'était pas faisable dans notre famille. C'était très, enfin voilà. Je pense que c'était la première fois que je lui disais quelque chose comme ça avec un appel à l'aide. Et donc, du coup, elle l'a entendu et elle l'a compris. Et je pense que nos relations ont changé depuis cette période-là, puisque ben, elle accepte aussi ma relation avec l'autre personne. Voilà, elle essaye de m'écouter, de me comprendre sans me juger. En tout cas, je sens qu'elle fait des efforts pour ça. Magnifique. Donc, c'est le temps et le fait d'avoir demandé de l'aide. Oui. Ça en garde comme clé. Est-ce que maintenant c'est bon, vous avez répondu à cette question? Est-ce que je suis aimable? Oui, je suis quand même aimée, malgré les choix que je peux faire. Ma maman, oui. Mon papa, c'est plus difficile. Parce qu'il a, il a aussi, je pense, un conflit d'intérêts entre nous deux, parce qu'il l'aime beaucoup lui, il m'aime moi, mais du coup, il peut plus nous aimer ensemble, donc comment faire? Et moi, je leur ai dit, en fait, à aucun moment, je ne vous empêche de voir mon mari, si vous le voulez. Je ne suis pas du tout contre le fait qu'il voit ma famille qui est devenue la sienne, finalement, parce qu'on s'est rencontrés très jeunes et qu'il a construit aussi autour de ma famille qui est devenue la sienne. De quoi auriez-vous besoin de la part de votre père qu'il ne vous a pas donné et qui vous permettrait de terminer cette étape-là, de vous sentir vraiment aimé et de pouvoir être pleinement libre aujourd'hui? Qui m'accepte telle que je suis aujourd'hui, Et comment vous sentiriez qu'il vous accepte tel que vous êtes, Rose? qui me le, qui me, qui me disent que je suis la bienvenue et que quoi que je fasse, il sera toujours là. Juste rester avec ça. Vous avez besoin qu'il vous dise ça, que tu es toujours la bienvenue et que quoi que tu fasses, je serai toujours là pour toi. C'est de ça dont vous avez besoin. Ouais. C'est important ce qu'on se dit là. Parce que cette parole-là, c'est elle qui nous libère, qui nous permet après de vraiment être à l'écoute de notre cœur profond et de faire des choix qui nous correspondent. Mais quand on n'a pas reçu cette parole-là, on vit, on grandit avec un doute. Et donc on va vouloir plaire aux autres. Donc ça s'explique, hein, tout ce que vous vivez. Ça sort pas de nulle part, hein, tout ce que vous avez traversé ces derniers temps. Qu'est-ce que vous ressentez quand on parle de tout ça? Euh, je me dis qu'il faut que je fasse très attention avec mes enfants pour ne pas reproduire la même chose. Déjà, c'est important Ça, ce que vous dites c'est là.
C'est très important et du coup, je leur dis Mais oui, tous les jours que je les aime. Je leur dis tous les jours que quoi qu'ils fassent, justement, l'amour inconditionnel, ça c'est mon mot. Je leur dis toujours, j'ai un amour pour vous inconditionnel. Quoi que vous fassiez, je serai toujours là pour vous. Donc j'essaye de réparer à travers, je pense, ma relation avec les enfants. c'est très beau et je crois que on peut faire beaucoup de choses comme ça. C'est possible de donner à ses enfants ce qu'on n'a pas reçu. Mm. C'est assez mystérieux, mais on a cette capacité, nous les êtres humains, à faire cet acte-là. Je donne à mes enfants ce que je n'ai pas reçu. Vous voyez, avant, j'étais un peu comme sur une autoroute où je me baladais tranquille. Voilà, je voyais toujours le même paysage. Et puis un jour, j'ai décidé de prendre les routes de campagne et je me suis retrouvée avec des creux, des bosses, des ronds-points que j'ai pris pendant des heures à pas savoir quelle décision prendre, etc. Mais en même temps, ben, je me dis que cette vie-là, ben, elle est certes un petit peu plus chaotique, mais c'est tellement plus fun d'aller sur des routes de campagne que de suivre une autoroute toute tracée. Je suis d'accord. Dites-vous que vous avez eu besoin de cette session de rattrapage, là autour de vos 40 ans, pour gagner en liberté intérieure. La liberté, c'est pas de faire ce qu'on veut comme ça, comme on veut, mais c'est de pouvoir être à l'écoute de son cœur et de pouvoir conduire une vie qui nous corresponde à nous et pas chercher à plaire aux autres. C'est ça la vraie liberté. Et vous avez eu ce grand rendez-vous avec vous-même là autour de vos 40 ans. Et c'est comme ça, c'est dans votre histoire. Ce qui est magnifique, c'est d'avoir saisi l'opportunité pour grandir. C'est pour ça que je redis, quand on parle de crise, comme crise de la quarantaine, il y a vraiment cette idée de je suis en vérité, maintenant je regarde les choses en face et c'est une opportunité de croissance personnelle, de grandir, de devenir adulte. L'adulte est libre. Finalement, jusqu'à présent, je dis ça un peu pour vous provoquer, mais vous vous comportiez comme une petite fille de 7 ans qui veut faire plaisir à papa, maman et la maîtresse. Vous voyez? Ça, c'est un mode d'enfant quand on veut faire plaisir à tout le monde et correspondre à l'image qu'on attend de nous. Et l'adulte dit, ben non, je fais les choses parce que ça me semble bon, juste et vrai, parce que c'est mon choix. Et c'est ça qui est très différent. Alors maintenant, si on revient sur la relation avec votre mari, j'entends qu'il y a quand même un petit doute, parce que vous avez eu besoin de dire vulgairement merde à tout le monde. Et en même temps, bon, il n'était pas si mal non plus, cet homme-là. Il s'est conformé à l'image que vous attendiez de lui, mais si vous le rencontrez aujourd'hui, il a quand même quelque chose d'intéressant, quelque chose qui vous plaît. Déjà, je le trouve très beau. C'est mon Ah, idéal masculin. ah, mais ça, on aime bien. Ouais. La beauté, c'est hyper important. Donc là, Et- il vous plaît déjà Oui, physiquement. oui, Ah, ça, ça, ça c'est a un bon toujours point pour lui. été et encore aujourd'hui, c'est vraiment mon idéal masculin. Attends, ça, on aime. Après, je le trouve gentil. Il me connaît par cœur. Et ça, c'est presque déroutant parce que voilà, il sait beaucoup de choses sur moi, ce que j'aime. Voilà, simplement à me regarder, il sait ce que je pense, quoi, presque. Mais vous avez passé la moitié de votre vie avec lui. C'est Tout à fait. énormissime. Oui, C'est oui, fou. c'est énorme, ouais. Mais j'ai un mais, c'est que je n'arrive pas à aller vers lui. En fait, j'ai pas envie de me blottir dans ses bras. J'ai pas envie d'avoir de contact avec lui. Et il a toujours dit d'ailleurs que je n'étais pas charnelle, en fait. Il a toujours mis ça sur ce côté-là. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai une autre relation, je peux vous dire que je suis très charnelle. Bien sûr, toutes les femmes sont charnelles. Ça, il faut le retirer dans l'esprit de tout le monde. Toutes les femmes sont très charnelles. Nous sommes des êtres humains, donc on est charnel par définition. Si on l'est pas, c'est peut-être qu'on l'est pas avec une personne ou alors qu'il y a quelque chose qui est bloqué en nous qui nous empêche de l'être. Mais c'est ce que nous sommes dans notre nature véritable, quoi. Mm. Et là, donc, il a toujours senti qu'il y avait quelque chose qui était bloqué. Est-ce que lui, il est très charnel? C'est-à-dire qu'il l'est à la base, mais est-ce qu'il est très libéré sur ce plan-là? Alors lui, il aurait tout le temps envie de me prendre dans ses bras, de me faire des câlins, de me faire des bisous, etc. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Moi, je le... Mais je reviens sur la question, est-ce qu'il est à l'aise avec sa sexualité, lui? Ah non, pas du tout. Ben donc voilà, donc c'est pour ça que vous pouvez pas l'être, vous. C'est une sorte de jeu oui, de miroir. Mm. Si je suis en contact avec quelqu'un qui est tout verrouillé dans sa sexualité, je peux pas m'abandonner, me lâcher, me laisser être vraiment pleinement libre sexuellement. C'est normal. Alors que si je suis avec quelqu'un qui est plus à l'aise avec sa sexualité, eh ben, je vais davantage pouvoir me libérer. J'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai, oui, oui, en effet. Mais là, vous avez un doute, vous avez envie peut-être de retourner vers lui? Alors, pas forcément de retourner vers lui, mais en tout cas, j'ai envie de... Je sais pas, je me pose beaucoup de questions, mais parce que aussi, tout autour de moi, on me dit, mais est-ce que tu es sûr d'avoir assez réfléchi? Est-ce que... J'ai pas demandé le divorce, j'ai pas... Je lui ai parlé du fait de vendre la maison, mais il est pas d'accord. En fait, pour l'instant, il est pas d'accord sur rien. Il me dit que tant que je suis avec un autre homme, il ne prendra aucune décision concernant la vente de la maison, le divorce ou quoi que ce soit. Vous êtes encore très amoureuse de cet autre homme? Oui, Ou les paillettes commencent à disparaître? oui, alors en fait.
Je pense que les paillettes, elles ont été de courte durée. Alors pour le coup, physiquement, c'est pas du tout mon style. Donc je suis tombée amoureuse de la personne qu'il aime et pas du tout de son physique. Mais en fait, on a vécu quand même un début de relation assez compliqué parce que moi, j'étais pas du tout sereine, j'étais pas du tout, j'étais plus moi-même. J'avais l'impression de pas pouvoir vivre cette histoire à fond. Donc, je dirais que les paillettes, elles ont été assez vite enlevées pour des choses bien plus concrètes. Et oui, oui, je suis amoureuse de lui. En tout cas, je ressens quelque chose que j'ai jamais ressenti pour mon mari. C'est quoi ce quelque chose que vous n'avez jamais ressenti? Eh bien, je sais pas. C'est un truc indéfinissable. Je dirais que j'ai envie d'être justement tout le temps dans ses bras. J'ai envie qu'il me... je ressens un besoin de charnel, mais plus, quoi. Vraiment plus. C'est aussi normal, Rose, que quand on a été dans une relation dans laquelle il n'y avait pas de connexion sexuelle, le jour où on découvre ce que c'est d'avoir cette espèce d'alchimie sexuelle, ce désir et tout, c'est irrésistible. C'est-à-dire que c'est tellement puissant et souvent on a besoin d'y aller parce que on veut compenser toutes ces années sans quoi. Donc il y a quelque chose de très fort, un peu un effet de balancier. En un coup, ça devient super important. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez eu besoin de passer par cette expérience, vous avez besoin de vivre tout ça, mais ça ne veut pas spécialement dire que c'est l'homme avec qui vous avez besoin de construire. Non, ça ne veut pas spécialement dire que c'est l'homme avec qui vous allez construire toutes ces prochaines années. Il faut distinguer les deux, quoi. Et c'est quelqu'un qui vous a révélé à vous-même, qui a révélé que vous étiez très charnel et que c'était important cette dimension-là, mais ça ne veut pas dire que c'est l'homme avec qui vous devez cheminer jusqu'au restant de vos jours. C'est deux choses différentes. Bah, ça, je pense qu'il y a que le temps qui me le dira. Et je me permets aussi d'insister sur une chose qui me semble très importante, c'est que quand on a pris une décision de se séparer de son mari dans un milieu social tel que vous l'avez décrit, où c'était un cataclysme, il y a eu du rejet, etc., on pourrait avoir comme réaction de se dire qu'il faut absolument assumer sa décision, qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, un peu par orgueil, par ego, quoi. S'entêter dans une nouvelle histoire parce qu'on ne veut pas reconnaître que peut-être qu'on avait, justement, on a jeté le bébé avec l'eau du bain et que c'était peut-être une erreur. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut faire très attention dans ces périodes-là, d'accepter qu'on ait eu besoin de prendre un chemin de traverse, mais c'est pas pour ça qu'on doit poursuivre ce chemin-là. J'en sais rien, moi, pour vous. Vraiment, j'en ai aucune idée. Mais simplement, quand je vous écoute, je me permets juste de vous alerter à ce niveau-là. Une fois que le calme revient, de pouvoir écouter ce qu'il y a au fond de votre cœur et peut-être surtout de pouvoir re-rencontrer le père de vos trois enfants comme c'était un peu une première fois que vous vous rencontrez et de voir ce qui se passe dans cette rencontre, de voir comment lui aussi, il a évolué, il a changé et de voir ce qui peut être possible comme relation avec lui. C'est vraiment très important de ne pas prendre de décision irréversible sur le coup des émotions. Je le répète, mais c'est super important. Et c'est très important de ne pas croire que c'est parce que j'ai décidé de me séparer que finalement il faut que je tienne absolument à ma décision. On peut avoir décidé ça, puis après se remettre en question, puis dire peut-être que ce n'était pas tout à fait ça. Parce que quand je vous entends, je vais être très honnête avec vous, Rose, comme toujours, et très cash, mais c'est pour vous aider. Je pense que le problème dans votre histoire, c'était pas tant lui, c'était vos parents. En fait, vous vous trompez de problème. En fait, en vous séparant de lui, c'était pour vous séparer, pour dire merde à vos parents. Mais lui, en tant que tel, bon, bien sûr qu'il avait ses défauts, mais c'était pas directement lui le problème. C'était plutôt votre manque de liberté par rapport à vos parents. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. J'avais pas fait ce lien, mais en effet, c'est possible. En tout cas, ça m'a permis de me rapprocher de mes parents, de faire ces choix. Et en effet, peut-être ce que vous abordiez tout à l'heure, le fait de m'opposer à eux d'une manière très franche et de voir qu'ils sont quand même là, je pense que ça m'a réassurée dans ma relation à mes parents et peut-être que c'est ce dont j'avais besoin. Et Oui. quand on vient d'un milieu catholique comme celui que vous avez décrit, le pire des crimes au monde chez les catholiques, je dis ça avec un peu d'ironie, c'est de divorcer. Alors ça, c'est vraiment l'interdit suprême. Et donc, c'est comme si vous avez fait la pire des conneries pour voir si, est-ce que quand je fais la pire des conneries, vous allez quand même être là. Je vais vous tester. Il y a une partie de nous, on veut tester, voir, est-ce que vous allez quand même être là, même si je fais ça? Et Mm. au début, ils n'ont pas été là. Et après, ils ont été là. Et puis maintenant, il y a quelque chose qui s'apaise. Il y a quelque chose qui se répare en vous, qui vous a manqué de quand vous étiez enfant. Et maintenant que ces étapes ont été franchies, on va pouvoir refaire le point. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que avec le père de vos trois enfants, vous pouvez être une femme heureuse, vivante, joyeuse, ou est-ce qu'il y a un obstacle majeur à votre bonheur quand vous êtes avec lui? Et est-ce que lui, sa carapace, je vous dis, elle s'est fissurée? Et est-ce que vous arrivez à voir l'homme plus authentique
qu'il est pour pouvoir l'aimer de façon véritable et peut-être aussi avoir plus de liberté et liberté sexuelle avec lui. Je vois le temps qui passe, on va devoir s'arrêter, mais déjà avec tout ce qui a été partagé là, comment vous vous sentez, Rose? Je pense qu'en effet, ce parallèle-là, je l'avais pas forcément fait et que c'est pour ça que j'ai l'impression en ce moment d'avancer parce que avec mes parents ça avance et que du coup peut-être que finalement je me suis égarée comme vous disiez sur un chemin un peu de traverse parce que j'en avais besoin mais que c'est pas pour ça qu'il faut pas que je revienne dans le chemin initial ou pas. Je sais pas encore mais je pense que le temps pourra me le dire et en tout cas ça m'a bien aidé à faire le lien entre ma famille et ces relations que je vis aujourd'hui et ce cataclysme même que je vis aujourd'hui dans ma vie. Mm. Ça va être vraiment important de voir quand le calme revient après la tempête, ce qu'il y a au fond de votre cœur. Cette fois-ci, vous allez vraiment vous écouter. Tout au fond de votre cœur, qu'est-ce que vous voulez? Avec qui vous avez envie d'avancer? Et si on prend comme encore cet exemple du chemin, avec qui vous avez envie de marcher? Est-ce que c'est l'homme que vous venez de rencontrer, avec qui vous avez envie de faire les prochains kilomètres dans votre vie? Est-ce que c'est avec le père de vos enfants que vous avez envie de cheminer? On ne sait pas encore, mais pour l'instant, vous n'êtes pas du tout mûr pour prendre une décision telle que le divorce. C'est ce moment de la séparation qui vous permet de réparer des choses dans votre enfance, c'est-à-dire de résoudre des problématiques que vous aviez qui étaient laissées sans réponse. Est-ce que je serai aimée quoi que je fasse? Et ça me permet après d'exercer ma liberté. Maintenant que vous avez cette réponse, ça va devenir intéressant de savoir ce qu'il y a au fond de votre cœur. Vous allez pouvoir l'écouter. Et la vie est longue. Et je voudrais juste encore vous dire une dernière chose avant de se quitter. Vous l'avez rencontré très jeune, le père de vos enfants. Prenez-vous avec beaucoup de douceur. Des vies parfaites, elles n'existent pas. Des chemins linéaires, ça n'existe pas. On prend tous un moment des chemins de traverse pour apprendre à se connaître. Et ils sont beaux aussi, ces chemins de traverse. On découvre plein de merveilleuses choses sur nous, sur la vie. Ça vous va pour aujourd'hui? Oui, merci. Oui? Comment vous sentez là tout de suite? Dites-moi juste. Je me sens un peu libérée. Un peu libéré? Mm. Ok. Et qu'est-ce qu'il vous faut pour vous sentir très libéré? Du temps, je pense. Alors, on va prendre ce temps-là. Prenez ce temps. Merci pour votre confiance. Merci. Courage à vous. Et c'est une belle aventure que vous êtes en train de vivre, celle de la reconquête de sa liberté. Allez, courage à vous et merci pour votre confiance. Merci. Au revoir. Au revoir. Si l'écoute de cette consultation vous a permis de mieux comprendre la complexité des relations humaines, des relations d'amour, des relations sexuelles, si elle vous a donné des clés pour éclairer votre propre vie ou celle de vos proches, mettez un avis 5 étoiles, likez la vidéo, abonnez-vous pour que je puisse le savoir et vous en proposer d'autres. C'est très important pour moi, je poursuivrai cette aventure seulement si elle vous aide. Si vous sentez le besoin d'être accompagné, sachez que j'organise des stages réservés aux célibataires, des stages réservés aux femmes, des stages réservés aux couples, que chaque semaine je vous envoie une newsletter, le boudoir de Thérèse, où je vous partage des idées pour raviver la flamme sexuelle, qu'il y a un catalogue de plus de 70 conférences sur l'amour et la sexualité à écouter et que je reçois aussi en consultation privée. Allez faire un tour sur mon site internet www.thereseargot.com. À très bientôt pour une nouvelle consultation.